Salut à tous! Aujourd'hui, et pour la première fois dans Back to the Retro, on va se pencher sur la Game Boy. Et pas avec n'importe quel jeu. Il est un épisode marquant d'une saga que je prends encore du plaisir à jouer aujourd'hui. Jeu récent ou rétro. Une des sagas les plus adulées au monde depuis maintenant 33 ans. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Zelda Link's Awakening. C'est parti! Donc The Legend of Zelda Link's Awakening, sorti en juin 1993 au Japon et 6 mois plus tard en Europe. Il est donc le tout premier Zelda à sortir sur la célèbre console portable de Nintendo. Il a également été le tout premier jeu de cette saga mythique auquel j'ai pu jouer dans mon enfance. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne serai pas seul, mais accompagné de Maxwell qui partage ce point commun avec moi, et qui en tant que fan de la licence pourra également m'accompagner dans cette vidéo. Oui bonjour, c'est moi Maxwell et effectivement je suis plutôt fan de la licence Zelda. Venez voir mes vidéos, moi je fais des vidéos sur le métal, j'imagine que le lien sera dans la description, si le monsieur de la chaîne a bien fait son boulot. Alors moi, pour compléter ton introduction, j'ajoute qu'en décembre 1998, le jeu ressortira en version DX sur Game Boy Color, comprenant des quêtes supplémentaires dont un donjon inédit. Un donjon pas ouf d'ailleurs. Exactement, et d'ailleurs pour cette chronique je jouerai sur cette version DX, question de confort, et aussi parce que je vous connais, bande de petits fragiles. Zelda Link's Awakening est donc le 4e opus de la saga, reprenant de nombreuses mécaniques de Zelda A Link to the Past, son prédécesseur sur Super NES, comme par exemple la vue de dessus, également présente dans le premier Zelda, le fait de devoir switcher d'objets avec A ou B, ou encore le troc, mais incluant également quelques nouveautés, la plume permettant à Link de sauter librement, les passages à la nage sous-marine, ou encore la possibilité de jouer d'un instrument de musique, et là en l'occurrence de l'ocarina ont par exemple été lancés avec cet épisode. Mécaniques de jeu qui seront reprises dans énormément de Zelda suivant cet opus. Ce nouvel épisode sera le premier de ce genre à présenter une certaine linéarité, entre guillemets, et donc pas négatif du tout, mais également à instaurer un parcours aux joueurs à effectuer dans un certain ordre. 8 donjons pour affronter le boss final, des quêtes de troc, des quêtes annexes, comme dans chaque Zelda, mais également plus d'indications données aux joueurs. Je m'explique. Dans les 3 premiers opus, nous étions plutôt libres de nos mouvements. On pouvait effectuer les donjons dans l'ordre que l'on souhaitait, ou presque, et on pouvait parfois se retrouver un peu largué. Dans Zelda Link's Awakening, ce n'est pas le cas. Les donjons s'effectuent dans un ordre bien précis. En gros, chaque donjon renferme un objet qui sera forcément utile pour accéder au suivant et aux zones qui l'entourent. Donc, pas moyen de gruger là-dessus. Et ça ne rend le jeu que plus intéressant, car il permet aux joueurs de mieux s'y retrouver, d'éviter les courbes de difficulté trop inégales, mais aussi de pouvoir nous offrir un scénario mieux ficelé. Et ça, pour un jeu Game Boy, c'est une sacrée prouesse. Toutefois, le jeu ajoute tout de même un peu plus de difficulté pour les quêtes secondaires, notamment la quête de la Master Sword. Dans la plupart des Zelda, celle-ci est accessible à partir d'un certain moment du scénario. Dans cet épisode, il faudra collecter 30 coquillages disséminés partout sur la carte pour pouvoir obtenir l'arme la plus puissante du jeu. Quête qui, je le rappelle, contrairement à presque tous les jeux de la licence, est totalement secondaire. Pour en revenir à ce système de gameplay instauré dans Zelda Link's Awakening, il sera repris dans presque tous les jeux Zelda jusqu'à Breath of the Wild, qui lui proposera un souffle nouveau sur la franchise. Vous l'aurez donc compris, le jeu a donc posé de solides bases qui ont permis de donner à la licence une notoriété encore plus grosse qu'elle ne l'était à l'époque. Et ce Zelda possède également une petite particularité. Hormis Link, tous les personnages de cet épisode sont inédits, et ne se trouvent dans aucun autre jeu de la série, que ce soit avant ou après Link's Awakening. Et bien entendu, vous ne croiserez dans cet épisode aucun personnage habitué des autres Zelda. Vous ne verrez ni Zelda, ni Impa, pas de Goron, pas de Zora, etc. Bon ok, il y a les Octorok et quelques autres ennemis marquants propres à la série, mais c'est tout. Autre petite particularité, beaucoup de personnages, et notamment d'ennemis, n'apparaissent que dans Link's Awakening, et sont tirés de Mario et son univers, mais aussi d'autres jeux estampillés Nintendo. Ainsi dedans vous croiserez Chomp, Bob-omb, Yoshi, Kirby, Goomba, les plantes Piranha, le prince Richard, et même Mario. Et là vous vous dites, oh non mais c'est ouf, non mais comment ça se fait qu'on peut voir tout ça dans un Zelda? Eh bien, il y a une raison à tout cela, et bien entendu, et dévoué comme je suis, je vais vous la raconter. En novembre 1990 au Japon, un certain Kazuaki Morita se lance en solo dans un projet de jeu, qui à la base était un Zelda-like, en utilisant un kit de développement propre à la Game Boy, afin de pousser au maximum les ressources de la console pour analyser sa puissance. C'est au passage pour cela que le jeu ne se déroule pas en Hyrule, et que l'on n'y trouve quasiment que des personnages issus d'autres licences Nintendo. Une année passe, peu après la sortie de Zelda A Link to the Past sur la Super NES, Takashi Tezuka, bras droit de Shigeru Miyamoto, et co-créateur de la licence Zelda, demande la permission à Nintendo de développer un jeu Zelda pour console portable, sur Game Boy entre autres. Au départ, un portage de A Link to the Past était prévu, mais Tezuka entendra parler du jeu que Morita développait officieusement, et ainsi Link's Awakening deviendra un jeu Zelda officiel.
Voilà, c'était la petite histoire de Zelda Link's Awakening et pourquoi il y a Yoshi dans Zelda entre autres. Et comme je le disais, l'intrigue ne se déroule pas en Hyrule comme dans la plupart des Zelda, mais en Kokolint, une petite île étrange surplombée d'un immense œuf. Dans cette nouvelle aventure, on incarne donc Link qui fait naufrage sur cette île, et qui visiblement est un putain de demi-dieu parce que le gars se prend la foudre sur la tronche alors qu'il a une épée et un bouclier en fer, et qu'il se trouve sous le mât de son bateau à ce moment. Mais non, ça va, ça l'a juste foutu un peu dans les vapes, un moment, rien de grave. Bref, Link se réveille donc chez Marine, qui l'a trouvé évanoui sur la plage de l'île, et vit avec son père, Tarkin, le poivreau du village. Tarkin, après le réveil de Link, lui remet le bouclier. C'est bien le sien car il y a son nom écrit dessus. Tarkin, entre deux verres de pinard, il va décuver sur la plage et il ramasse les objets qu'il trouve. En tout cas, bien joué, merci. Merci Sherlock. Armé de son bouclier, Link traverse donc le village des mouettes pour se rendre à la plage au sud. Après avoir repoussé les oursins, Link trouve enfin son épée. C'est la sienne car il y a son nom écrit dessus. Va falloir qu'on m'explique comment Tarkin a pu trouver le bouclier sur la plage ainsi que Link, mais pas l'épée qui lui appartient. Mais bon, passons. Bon, je rappelle qu'il était bourré l'autre. Hein. Dès lors, un hibou vient à la rencontre de Link et lui explique que pour pouvoir quitter l'île, il devra réveiller le poisson rêve en collectant 8 instruments de musique éparpillés un peu partout sur Kokolint. Link parcourra donc les 4 coins de l'île à la recherche des 8 instruments, cachés au fond de 8 donjons remplis de pièges et d'énigmes. En chemin, Link rencontrera les autochtones de l'île, à qui il viendra en aide, en sauvant le chien d'une des habitantes de l'île qui était capturée par des moblins par exemple. Il explorera également des lieux perdus dans les méandres de l'île, comme de vieilles ruines, où il y apprendra que l'île Kokolint n'est en réalité que l'imagination du poisson rêve, que lorsque Link le réveillera, Kokolint, ses habitants, Marine, tout cela disparaîtra. Link récupérera également l'ocarina, qui lui permettra de jouer accompagné des 8 instruments qu'il récupérera devant l'œuf sacré surplombant l'île. Dès lors, l'œuf s'ouvrira et Link pourra entrer à l'intérieur. Cet œuf cachait en réalité un labyrinthe. Au fond de celui-ci se tapit Maleficio, l'incarnation elle-même des cauchemars du poisson rêve. Celui-ci prendra plusieurs formes, d'ennemis que Link a déjà affrontés au cours de son aventure mais aussi dans son passé, dont celle de Ganon, ennemi juré de Link depuis des générations, pour finalement prendre sa forme originale. Mais Link parvient à en venir à bout, annihilant ainsi tous les cauchemars du poisson rêve. Link pourra enfin aller le réveiller, ainsi l'île Kokolint disparaîtra. Et Link se réveillera également lui aussi, seul et abandonné en pleine mer, sur un morceau d'épave de son bateau, quand soudain, au-dessus de lui, il voit passer le poisson rêve. Link sourit, se rendant compte que cette aventure qu'il a vécue n'était pas totalement fictive. Et c'est ainsi que se termine Zelda Link's Awakening. Cette première aventure sur Game Boy revêt d'énormément de qualité, surtout pour un épisode sorti sur console portable, et qui à la base n'était même pas destiné à être un jeu Zelda. Tout d'abord, comme je l'expliquais, la formule A Link to the Past améliorée, plus accessible et qui s'est pour ainsi dire renouvelée pour beaucoup d'épisodes sortis après, tellement elle est efficace. Le jeu se veut également bien plus drôle que ses prédécesseurs. Il y a forcément, comme dans tous les Zelda qui se respectent, des passages très sombres. Mais cet épisode joue également la carte de l'humour, entre l'accent de certains personnages, la possibilité de voler le marchand d'objets, et de te faire nommer voyou par tous les autochtones de l'île, y compris les boss, si jamais tu y parviens. Les animaux anthropomorphes qui font du rap, le grand-père qui a peur de te parler lorsque tu vas le voir, et en même temps Link c'est un peu une Kaira, donc normal, mais qui t'apporte de l'aide quand tu lui parles au téléphone. Et les brisages de 4ème mur, en veux-tu, en voilà. Cet épisode est une réussite en termes d'humour et de mélange d'émotions en général. Tiens d'ailleurs, en parlant d'émotions, on peut aussi noter que les musiques du jeu savent quasiment tout en transmettre, ou nous installer dans une ambiance onirique, propre à l'ambiance générale qui nous entoure dans les environnements de Zelda Link's Awakening. Et ça il faut savoir que peu de jeux ont pu rendre leur musique aussi épique sur une petite console comme la Game Boy. Je peux aussi vous parler du fameux donjon inédit de la version DX, comme Maxwell l'a énoncé en début de vidéo. Il est appelé le donjon des couleurs. C'est un donjon secret, pas obligatoire de le faire pour terminer le jeu donc. Mais si l'on parvient à en trouver l'entrée, cela vous apportera un énorme plus, en l'occurrence le choix pour une nouvelle tenue magique. La tenue rouge qui vous conférera une attaque bien plus élevée, bien utile pour goumer les boss, et la tenue bleue, permettant de prendre moins de dégâts. Un équivalent du fragment de force et du gland que l'on peut collecter dans le jeu, qui confère temporairement les mêmes pouvoirs, mais avec une musique ultra relou qui tourne en boucle. La seule musique chiante du jeu, cela dit. Mais ça va me permettre de faire la transition vers les défauts du jeu. Eh bien, en vérité, Zelda Link's Awakening n'a pas réellement de défauts à proprement parler. Et là, c'est pas la nostalgie qui parle, hein. J'ai refait le jeu pour vous faire cette chronique, comme à chaque épisode d'ailleurs. Et j'ai rien constaté qui puisse être considéré comme un véritable défaut. Enfin, si on extrapole un peu, on peut effectivement souligner que la difficulté et la durée de vie sont un peu basses, mais bon, c'est pas vraiment un défaut ça, c'est un jeu Game Boy avant tout, je le rappelle. Si le jeu a une ambiance un peu plus drôle et enfantine, et qu'il est plus simple et plus court, c'est bien parce qu'avant tout, ce jeu était destiné à un public jeune. En 2019, soit 26 ans après la sortie du jeu, il ressortira sur Nintendo Switch, avec de nouveaux graphismes, des musiques recomposées, et franchement,
Autant j'ai adoré pouvoir le refaire sur Nintendo Switch, mais autant quelques points m'ont freiné. Je pense notamment à la DA qui fait un peu jouer en plastique et qui infantilise beaucoup le jeu pour le coup. Les musiques également, autant la sonorité sur Game Boy rendait cela épique, autant là les recompositions sont beaucoup plus douces, ce qui encore une fois redire énormément au côté épique du jeu. Et pour finir, Nintendo a vendu son jeu avant sa sortie comme un remake. Et à part l'éditeur de donjon, complètement naze d'ailleurs au passage, cet épisode ne présente aucun changement par rapport à ses versions d'origine, hormis les musiques et les graphismes bien entendu. Les dialogues sont exactement les mêmes à la lettre près et les quêtes également. Pas d'ajout spécifique, et bah ok, pour pas faire la mauvaise langue, je dois avouer que la manière de battre certains boss est un poil différente, et qu'ils sont un peu plus forts aussi. Mais c'est tout. Grosso modo, ça c'est un remaster vendu à 65 balles Nintendo. C'est pas un remake. Et toi Max, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, mon Zelda préféré, avec Breath of the Wild, faut pas déconner, c'est Link's Awakening justement. Donc on va pas se mentir, c'est toujours un plaisir de refaire cette aventure avec un vrai ravalement de façade. En soi, le jeu reste cool, puisque le jeu de base est cool. Par contre, ouais, c'est onéreux pour juste un patch graphique. Et si on me demande si c'est onéreux, je dirais... Mais oui, c'est onéreux! Parce qu'il y a rien d'autre, hein. Finalement, la DA kawaii, on s'y habitue. Elle rend même méga bien par certains endroits, surtout dans les donjons. On arrive bien à les différencier avec leurs différentes textures et leurs différentes couleurs. Et par contre, concernant certains boss, ça leur donne une allure de jouet pour le bain. C'est vraiment pas terrible. De plus, ils ont voulu faire coller les musiques à l'aspect mignonnet des graphismes. Du coup, au revoir les orchestrations symphoniques et nos thèmes préférés, et bonjour l'atelier musique de la 6ème baie de Saint-José-en-Croûtal. Le seum, putain, le seum. Le remake reste globalement frustrant. Il aurait pu pallier à ça en ajoutant quelques quêtes annexes, ou un donjon en plus, histoire que les joueurs de l'époque ne restent pas sur leur faim. Mais non. Et l'éditeur de Donjon Promis est une arnaque totale. On se contente d'encastrer ensemble des salles déjà visitées, mais hors de question hélas de créer nos propres énigmes, labyrinthes ou d'ajouter les mobs et éléments de décor de notre choix. En gros ouais, ça vaut pas 60 balles quoi. Pour conclure, malgré que Zelda Link's Awakening ait été à la base un jeu y ressemblant, mais n'appartenant pas à la série, il a su marquer l'histoire du jeu vidéo de son empreinte, de par les prouesses qu'il possède pour un jeu Game Boy, surtout à l'époque, et a contribué à faire rentrer un peu plus la célèbre licence dans la légende. Cette chronique touche à sa fin, mais avant de vous quitter, je voudrais vous parler de la chaîne de Maxwell qui m'a accompagné durant toute cette chronique. Maxwell parle donc de métal depuis presque 9 ans sous forme de chroniques sur des sujets divers tournant autour de ce style musical, sur des genres musicaux, sur des événements passés, il fait aussi des analyses de paroles ou des analyses par rapport à des codes en raccord avec le milieu, comme la danse, la sape, etc. Vous y trouverez également des reports de festoches et de concerts, mais également des tops, bien entendu très argumentés. Vous y trouverez donc un contenu très étoffé et surtout très qualitatif. On voit clairement qu'il connaît ses sujets et sait parfaitement les retransmettre. Il fait également des reportages chez des personnes ayant de grosses collections de CD et vinyles, voire même de t-shirts, autant dans le métal que dans des styles un peu plus légers. Je pense notamment au rock ou au blues. D'ailleurs, si vous avez une collection qui vaut le détour, n'hésitez pas à le contacter. En parallèle, Maxwell a également une chaîne Twitch, où il y fait pas mal de jeux rétro, mais également des jeux un peu plus récents parfois, notamment Zelda Link's Awakening ressorti récemment sur Switch. Il possède pour finir une chaîne secondaire sur laquelle il y met toutes les VOD de ses streams, si vous voulez les revisionner. Vous y trouverez également des best-of que je monte moi-même pour cette chaîne, comme je l'avais expliqué dans mon dernier Back to the Retro. En tout cas, allez vous abonner aux chaînes YouTube et Twitch de Maxwell, les liens sont dans la description. Il y fait un énorme taf dessus et mérite d'être beaucoup plus vu. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique. Merci à toi Max de m'avoir assisté dans cette chronique, et merci à vous de me suivre et de me donner d'aussi bons retours d'ailleurs. Prenez soin de vous et à la prochaine tout le monde. Ciao!